Donc, alors le clan perd un peu de ses pouvoirs, les pouvoirs changent de main, et comme je vous le disais tout à l'heure, on passe à l'époque des militaires, les shoguns. D'accord? 1185-1333. Alors les shoguns, comment est-ce qu'ils sont militaires? Ben parce qu'ils ont des bons guerriers avec eux. Et ces bons guerriers, ce sont des samouraïs. D'accord? Alors les voilà. Dictateurs militaires au nom de l'empereur, mais font ce qu'ils veulent. S'appuient sur les samouraïs, guerriers redoutables, prônent les idéaux de frugalité. Vous savez aussi ce mot-là, c'est très amusant à employer. Un petit repas frugal. Hein? Et de simplicité propre aux zen. L'huile vient vertueux de s'habiller sobrement, le nombre de robes diminue, et le cossode simple sous-vêtement devient la tenue principale pour les samouraïs. Par exemple, les zen, hein, le tir à l'arc chez les zen, pendant je ne sais plus combien c'était d'années, plusieurs années, ils apprennent à tendre l'arc. Rien que tendre l'arc, ils ne jettent même pas la flèche. Mais quand ils tendent l'arc bien, il n'y a pas un muscle qui travaille qui ne devrait pas travailler. Ou inversement. Il n'y a que le muscle qui se fait pour tendre l'arc qui travaille. Et quand c'est fait, il lâche la flèche. Et là, la cible peut être à 20 mètres ou à 2000 mètres. Elle atteint son but, si vous voulez. Donc, les Européens, quand ils arrivaient avec leur objectif, leur but, toujours, vous voyez, mais ça ne les intéressait pas, les Japonais. Ce qui comptait, c'est comment on fait les choses au présent, comment on les fait bien. C'est pas le but. Sinon, à la limite, si c'est le but, autant aller directement au cimetière. Hein? Non? Voilà les fameux osode des shoguns. Et comment sa jambe? Ah ben, il a les jambes comme ça, à ses pieds, et là il a ses pantalons, tu vois. Il a des grandes manches aussi. C'est ses mains qui sont. Ses mains sont dans ses mains. Si vous prenez la position, c'est trop dur. Hein? Pantalon long, vêtements qui étaient privilège de la noblesse. Ouais. Je vous ai passé quelques peintres. Alors voilà, ici on voit une cour, la cour avec les nobles qui portent leur fameuse ossode avec les grandes manches bien ouvertes. Et à cette robe s'ajoutait un pantalon. On le voit en bleu. Vous voyez ça? Les robes avec les grandes manches et puis un petit pantalon. Avec, vous voyez ici les petits volets de bambou. Voilà, donc période encore un petit peu intermédiaire, où les choses sont un petit peu moins créatives, peut-être un peu plus réalistes. Alors évidemment, en ce qui concerne l'art du travail du métal, je ne vous dis pas, mais là, il y a de quoi, si ceux qui s'intéressent, il y a de quoi faire. Hein. Les samouraïs Suenaga affrontant les Mongols durant les invasions mongoles du Japon. Rouleau illustré des invasions mongoles vers 293. Du XIVe au XVIe siècle, les shoguns généralissimes édifient des palais comme le Kinkakuji et le Jinkakuji. Au milieu des jardins savamment composés, les cloisons se couvrent de peinture, tandis que s'élèvent dans les parcs des pavillons de thé. Ah, ça manque pas d'élégance. Hein. Donc, secte bouddhique avec les grandes salles, hein. Plus les hauteurs plus grandes, des matériaux plus dépouillés.
Voilà le tireur à l'arc de Seine. Il est. C'est bon. C'est beau, merci. On appelle le Kamakura. Ici, on voit qu'ils ont ajouté un poteau pilier pour soutenir les consoles, vous voyez? Donc, l'usage des bras de console, donc, pour poutres supportant l'avancée des avant-toits et des traverses, pièces de construction horizontale, encastrées ou fixées directement au pilier, et non plus au-dessus, renforce la structure et permet de gagner en hauteur. D'accord? Il y a une amélioration de la structure chinoise qui permet de gagner en hauteur. Alors, sous le règne des shoguns, la société est rigoureusement et légalement divisée en classes héréditaires. Les guerriers, les paysans, les artisans et les marchands. Guerriers, paysans, artisans, marchands. Ici, les marchands, ils sont tout en bas. Ça, c'est le petit texte que je vous ai donné. Oui, ici, ils évoquent les catastrophes naturelles de cette région, tornades, tremblements de terre. Ici, c'est climatel essentiellement en bois. Voilà, on sait quelque chose. Hein? Alors, le plus ancien sanctuaire shintoïste date de 478 après Jésus-Christ. Et de ces temples du débat, toute l'architecture japonaise découle. S'inspire de l'architecture chinoise, j'ai dit. Caractérise avec sa pagode, son portail, son condo, donnant l'image de la divinité. Tandito Daiji. Voilà, construction en madrier triangulaire. Jardin. On va voir ça en détail. Donc on a des châteaux en bois aussi, mais attention, ils reposent sur des murailles de pierre avec des douves. Hein. Vous avez toujours une sorte de support en pierre sur laquelle se construit les vous voyez, on a un socle de pierre, et puis là on a les étages en bois. Ça c'est le fameux Todaiji. Donc c'est un temple bouddhiste qui se trouve à Nara au Japon. Et à l'intérieur, il y a une statue colossale, la voilà. Vous voyez ça? Vous voyez, les principes, vous voyez, ça prend quand même de la place, hein, je vous montrais. C'est vraiment comme en Chine, hein, les éléments porte-à-faux qui permettent d'avoir les encorbellements. Alors, donc dans les parcs, on installe des pavillons de thé. Et au XVIe siècle, on va avoir des tas de châteaux féodaux à Osaka, à Edo, construits en bois, toujours reposés sur ces murailles de pierre, comme je vous le disais. Voilà. Ça, c'est un palais impérial de Katsura. Et donc, voilà. L'implantation insolite des sanctuaires sur cette plage étroite entre mer et montagne est en rapport avec le caractère sacré des lieux. La marée haute leur donne l'air de flotter sur l'eau et rehausse le dessin célèbre de leur organisation spatiale. Donc, ça aurait été construit à l'époque Heian.
mais on a reconstruit ultérieurement. Voilà, de nouveau des petits temples, ils sont reliés. Et voilà, et beaucoup ont été reconstruits, parfois au XXe siècle. Hein. Alors, l'époque de Muromachi, c'est un moment où, après les militaires austères, on revient à une société plus aristocratique, plus élitiste. Alors, le bouddhisme zen est toujours là. Et on relance, si vous voulez, le bouddhisme. Je vous ai dit, une religion, ça ne s'installe pas comme ça d'un coup. Il faut plusieurs campagnes d'évangélisation, comme on disait chez nous. Et là, on a une nouvelle campagne ici pour bien marquer les racines. Voilà. Le septième encorbellement décoratif formant une corniche continue sous le surplomb du toit. Chevron rayonnant sous l'avant-toit et dans les détails des façades. Fenêtres cintrées, un poste fixe formant frise. Donc, cintré, un poste fixe formant frise. Et porte à châssis et panneaux. Il devient vertueux de s'habiller sobrement, c'est ce que je vous disais. Hein. Donc, à mesure que le raffinement de la vie du court-cède pas l'austérité militaire, de nombreuses robes que l'on enfilait l'une sur l'autre diminuent et le costume de simple sous-vêtement qu'il était devient la tenue principale des samouraïs. Les armures de combat étaient loin d'avoir la même simplicité. Oui, donc les armures de combat, c'est pas un petit kimono de rien du tout. Alors on arrive au XVIe siècle, là les Portugais arrivent, et ils apportent par exemple des nouveaux produits alimentaires, les patates douces, le maïs, la canne à sucre, qu'ils sont allés chercher en Amérique. Et des mousquets. Des mousquets. C'est intéressant, les Japonais vont apprendre très vite à fabriquer eux-mêmes les mousquets. Eh bien ça va aider, si vous voulez, ça va jouer un rôle important dans l'extinction progressive des guerres féodales. Ces armes de guerre importées. Donc au XVIe siècle, des objets japonais magnifiquement ouvragés commencent à apparaître sur les marchés occidentaux. Les commerçants européens sont de plus en plus curieux de ces mystérieuses îles d'où proviennent de si splendides choses. Donc chez nous, dès le XVIe siècle, on a déjà des cabinets de curiosité avec des choses étonnantes qui viennent de l'autre bout du monde, n'est-ce pas? Et ça ne va faire qu'augmenter. Hein. L'époque de Muromachi, voilà, c'est l'époque d'arrivée des Portugais, et celle du pavillon d'argent de Kyoto. Il y en a, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, on va avoir le pavillon d'or ou le pavillon d'argent à Kyoto, au nord ou à l'est. Donc deux pavillons, l'un en or, l'autre en argent. Voilà celui le pavillon d'or, avec chaque fois des jardins merveilleux. Voilà, ça donne mieux les biais d'Internet, c'est utile. Moi j'imagine bien ma belle écrivaine Yann à une de ses fenêtres là-haut, non? Hein, vous vous rappelez là ce que je vous ai montré tantôt? Ici, ça va aussi, hein. Pavillon d'or, jardin avec bouddhisme zen. Donc il y avait un rez-de-chaussée, un premier étage pour les maisons des samouraïs et un deuxième étage pour les temples zen. Et au sommet, donc, les pièces de bois, les bardeaux, avec au-dessus le phénix chinois. Regardez comme c'est beau ces fenêtres ici. Pavillon d'or, hein? Et vous voyez le balcon dont je vous parlais tout à l'heure sur la peinture. Putain quoi? Il a été incendié. Ben oui, je vous ai dit, ils sont nouveaux, hein. C'est pour ça qu'il est si frais. 1950, 1987 rénové, voilà. Les flambants neufs. Donc 1397 pavillons d'or. Hein.
Il y a un pavillon d'argent maintenant. Oui, or et argent, ben, oui, tous les deux. Ce pavillon d'argent, c'était à l'intérieur du pavillon bleu. Oui, c'est un autre endroit dans la ville. Alors, par exemple, ici, on a mis les pierres de telle manière qu'il n'y a jamais moyen de voir les 15 pierres à la fois, en même temps. Et le kaolin, ça c'est ce avec quoi on fabrique la porcelaine. Vous savez la différence entre la céramique et la porcelaine? Si vous avez une tasse en céramique, vous pouvez garder la lumière, vous ne verrez rien. Mais en porcelaine, donc la tête c'est du kaolin, vous la regardez, elle est translucide, elle laisse passer la lumière. Vous saviez ça? Et vous voyez qu'ils vont griffer les cailloux pour effacer toute trace humaine. Hein. Voilà, on a toutes sortes de sanctuaires. Je vous l'expliquais tout à l'heure, ce sont ces sanctuaires où on va même relier les petits bâtiments ensemble et installer ces espèces d'escaliers couverts. Hein. Vous voyez, c'est vraiment des bâtiments assemblés avec. Ils gardent un toit individuel chacun. Au fond, chez Louis XIII, c'est un peu comme ça l'architecture chez nous. Vous avez le décor de bâtiments, par exemple, où c'est Tintin, vous voyez le bâtiment Moulinsart. En réalité, il y a aussi 2 ailes latérales et chaque aile a son toit à lui. Bon, ici, ils sont mis dans ce sens-là, évidemment, ça fait plus rigolo. Mais c'est ce principe que chaque corps a son toit. Ça, c'est le 17e. Au 18e, chez nous, ce sera tout plat. J'aime bien le toit moulé comme ça. Ouais, bah ouais. Non, ici. Ah oui, ils sont oubliés. Hein. Ça, je veux des dos, ça. Quoi? La période des dos. Ben oui, ici, on les retrouve, on est au 19e siècle, on est au Meiji, là. Donc, parce qu'ils n'arrêtent pas de les refaire, donc moi, je ne sais plus. Par contre, le système de console, ça reste la même chose. Hein. C'est le système primitif. Il y en a 4-5 sortes, vous les voyez ici. Et c'est toujours le principe d'une qui fait le porte-à-faux, qui permet de porter l'autre. Vous voyez là, elle est comme ça, puis on en met une dans ce sens-là qui va répondre. On a la 4 ici. Vous voyez? Et donc, on a tout un jeu de console ici.